Salut les copains, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Bien sûr, aujourd'hui on va parler du chapitre 398 de Hunter x Hunter. Normalement pour cette série de 10 chapitres, il va nous rester 2 scans la semaine prochaine et la semaine suivante, mais on a une information cette semaine provenant de Yoshiro Togashi. Apparemment, il aurait préparé 30 chapitres déjà il y a 4 ans. Quand je dis préparer 30 chapitres, c'est qu'il a plus ou moins fait les storyboards ou il a plus ou moins imaginé les événements pour les 30 prochains chapitres. Il lui reste le temps et la tâche, surtout de les dessiner, ce qui est le plus difficile puisqu'il a mal au dos. Donc c'est pas dit qu'on aurait une suite tout de suite des 10 prochains chapitres qui vont suivre à la fin du chapitre 400, mais en tout cas c'est plus ou moins prêt dans sa tête, le scénario est préparé et si la santé suit, normalement on devrait avoir une suite. Alors je pense pas tout de suite directement à la suite de la fin du chapitre 400, mais peut-être en 2023 ou peut-être directement après, je ne sais pas du tout. Peut-être qu'il a continué à dessiner. Il nous avait tenu informés sur Twitter avant la sortie d'Hunter x Hunter, mais comme maintenant ça sort toutes les semaines, il y a moins d'obligations, même au niveau marketing, de continuer à nous tenir au courant sur Twitter de l'avancée des planches. Donc on aura peut-être un chapitre 400 indirectement à la suite du chapitre 400, ou peut-être qu'on aura un petit hiatus, mais en tout cas pas un hiatus de 4 ans. Voilà, c'est déjà une excellente nouvelle, ça veut dire que ça pourrait aller jusqu'à là. Est-ce que ça va conclure le Black Whale ? 30 chapitres, je pense pas. En plus, là, on arrive à la fin des 10 chapitres qui nous sont donnés. On n'a pas beaucoup avancé, enfin, on a pas mal d'informations. Je ne m'en plains pas. Mais au niveau du scénario, on n'a pas méga avancé non plus. On est encore sur les intrigues de la mafia. Il nous manque les 14 princes de Kakin. Il nous manque la brigade fantôme. Il nous manque Pariston contre Jin, qui sera certainement la clôture de l'arc avec la libération de Netero sur ce fond faux continent maudit. Donc énormément de choses qu'on n'aura pas tout de suite, j'imagine, mais soyons patients. Voilà, on vient d'avoir des chapitres, on va pas se plaindre. Chapitre qui conclut aussi le flashback de la brigade fantôme. Un peu tôt, puisque finalement ce flashback nous a donné plus de questions que de révélations. C'est cool d'avoir le passé de la brigade fantôme. Je commence à digérer le flashback et c'est vrai que j'aimais bien, puisque je suis en train de relire Yorkshire City. J'aimais bien le côté on ne sait rien de la brigade fantôme et le lien très fort d'amitié qu'ils avaient entre eux était principalement dû à leur idéalisation de la justice personnelle. Quels que soient les crimes qu'ils aient commis, ils ont fait le choix d'appartenir à la brigade fantôme et d'être hyper solidaires et de ne pas donner de nom. Ce que fait par exemple Uvogin avant de mourir, il ne donne pas de nom. Pokunada ne veut pas... finalement, elle le fait. Elle trahit l'araignée. Mais au départ, elle ne le voulait pas. Et je trouvais que c'était une symbolique très très forte. Maintenant, avec le flashback, on comprend qu'ils étaient amis avant d'intégrer la brigade. D'ailleurs, je suis en train de relire Yorkshire City. Je ferai très certainement une vidéo lien Yorkshire City, le flashback. Nobunaga dit à Kuroro je connais Uvogin avant la brigade. Tu sais, en lui disant je dois aller m'assurer de la santé d'Uvogin. Quand celui-ci est mort, ils ont pratiquement aucun doute sur sa mort. Et il dit ça à Kuroro. En fait, ils se connaissent tous depuis la naissance. Donc c'est une phrase un peu... qui a moins d'impact que s'ils se connaissaient pas tous avant. Mais il y a plein de détails comme ça. Je ferai une vidéo assez précise sur ça. Beaucoup me l'ont dit aussi en commentaire et je partage ça. J'aimais bien le côté brigade fantôme. On recrute des gens très marginaux. Et au final, ces gens marginaux, entre eux, ont un code d'éthique plus fort que les gens qui respectent la loi, etc. J'aimais bien, mais je prends quand même le flashback parce qu'il raconte quelque chose. Après, la seule information qu'on a, c'est que la brigade et la mentalité de Kuroro soient définies par la mort d'un de leurs camarades, sans savoir le message, etc. C'est pas assez fourni pour avoir un flashback, donc je pense qu'il y aura une suite. Voilà où je veux en venir, au lieu de parler pendant 20 000 ans. Il y aura une suite de ce flashback au fur et à mesure de l'avancée de la brigade fantôme dans leur combat contre Hisoka. On va apprendre des choses. On va apprendre des choses notamment sur Kuroro, on va apprendre des choses notamment sur le meurtre du clan Kuruta. Les éléments qui me poussent à croire que ce n'est pas la brigade fantôme qui a tué le clan Kuruta, c'est bien sûr la signature du massacre du clan Kuruta qu'on apprend dans le chapitre 0 et qui est nous acceptons tout. Donc ne nous reprenez rien, qui est la même signature qui est donnée en explication dans les tomes Hunter x Hunter. Tu n'as pas ça dans la série Netflix, donc vraiment je te conjure d'acheter les tomes et de lire,
où on a l'introduction de l'Étoile filante, la ville de l'Étoile filante, et la personne qui enquête explique qu'un jour, un clochard s'est fait arrêter par la police pour meurtre. Il se défend, il dit qu'il vient de la ville de l'Étoile filante, il est enfermé à tort, et suite à cela, les 31 personnes qui ont ou témoigné, ou les flics qui l'ont arrêté, ou les juges qui l'ont jugé, etc., qui ont fait qu'il soit condamné à tort, sont tués par des kamikazes qui leur sourient la main et qui explosent. Et le message qui est laissé au pied d'une des victimes, c'est « Nous acceptons tout, donc ne nous reprenez rien ». Et il n'est pas dit que c'est la brigade qui les fait. La brigade ne signe pas ces meurtres, si tantôt qu'elle en commet. Donc, il y a un truc qui cloche avec le meurtre du clan Kuruta, et surtout la violence de ce massacre du clan Kuruta, des 31 personnes je crois. C'est des yeux crevés, c'est de la torture sur les enfants, c'est de la torture entre conjoints pour énerver les membres du clan Kuruta et qu'il ait les yeux rouges. Donc, je vois pas Kuroro, Uvogin faire ça, vu leur passé, vu la manière dont a été tué Sarasa. Je vois pas ces gens commettre ce genre d'atrocité. Alors oui, ils peuvent tuer des adultes, oui, ils peuvent tuer par dommage collatéral peut-être des enfants, mais je les vois pas suriner des gosses devant leurs parents en mode je suis Kuroro, je plante des... Ça va pas avec le flashback en fait. Déjà avant je trouvais ça chelou, mais maintenant avec le flashback je trouve ça compliqué. Beaucoup me disent oui mais Uvogin dans son combat contre Kurapika il a dit je reconnais les clans Kuruta machin. Dans l'optique, parce que fondamentalement j'en sais rien, c'est une hypothèse, où la brigade fantôme, plutôt que de tuer, pour devenir ce groupe de méchants craints par la mafia, aurait usurpé certaines scènes de crime en les faisant passer pour celles de la brigade fantôme pour avoir une réputation. Dans ce sens-là où la brigade fantôme ne serait qu'une mise en scène de Kuroro, comme je l'explique dans mon dernier chapitre, et que tous, par abnégation, par nihilisme, décident d'endosser ce rôle de méchant planétaire, et donc cette pièce de théâtre, ce rôle, cet acting, ils seraient tous capables de mentir face à quelqu'un qui a subi, fatalement, de plein fouet, un meurtre qu'aurait revendiqué la brigade fantôme. Et dans ce cas-là, ce cher Uvogin, qui ne dénonce pas ses camarades, il va pas se dénoncer devant Kurapika, il va assumer ses crimes, et il va lui dire « Ah tiens, je me souviens, tu es la personne aux yeux rouges, oui, c'est nous qui avons commis ces méfaits. » Même s'il les a pas commis, c'est le principe même du théâtre que de rentrer dans un personnage. Voilà ma théorie. Donc quand... alors la théorie est vraie ou fausse, je ne la nie pas. Mais quand les gens me disent « Ta théorie ne tient pas parce que Uvogin a dit que... » Oui, mais c'est ça que je suis en train de te dire, c'est que Kuroro est un metteur en scène, si tu veux. Et que ce cher Uvogin va, même devant la mort, ne pas dénoncer ses camarades, il va pas dénoncer son rôle non plus. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. En ce qui concerne ce chapitre-là, parce que bon, ça, le flashback est fini, il faut quand même qu'on parle de ce chapitre-là. C'est un chapitre qui est assez connu dans la suite d'Hunter x Hunter, et très peu de gens en parlent. C'est des chapitres qui introduisent de nouvelles informations sur le Nen, et tu en as pas mal dans l'arc du Black Whale, et souvent c'est un chapitre par type de Nen. Pas beaucoup de gens ont fait du contenu sur ces éléments-là, mais à savoir que le Black Whale, l'arc du Black Whale, est un arc aussi qui permet à Yoshiro Togashi d'aller beaucoup plus loin dans la description du Nen, qui est un des pouvoirs ésotériques les plus importants, on est tous d'accord avec ça, qui permet de faire pas mal de théories, etc. Les personnes discutent entre elles, on en reparlera juste après. La première fois qu'il commence à en parler, c'est avec Kurapika, il nous parle du Nen, par exemple, de la matérialisation. Et en fait, dans le Nen de la matérialisation, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Tu n'es pas censé ignorer que le Nen devient puissant si jamais tu mets une condition. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Kurapika. Il s'est mis directement la Judge Chain sur lui, et si jamais il déclenche son Nen pour une autre personne que la Brigade Fantôme, il risque la mort. Plus le Nen est puissant, plus la condition est puissante, plus le Nen devient puissant. Voilà. À savoir que t'es pas obligé de te mettre une condition toi-même. Il y a certains éléments propres au Nen qui poseront d'office une condition. Je m'explique. Quand tu fais un Nen de la matérialisation, je matérialise cette gourde qui est une arme. J'ai différents choix. Je peux la rendre visible
uniquement des utilisateurs de naine, puisque c'est un objet de naine. Je peux la rendre visible de tout le monde, c'est-à-dire que tu sois un utilisateur de naine ou pas un utilisateur de naine, tu vas voir la gourde. Donc, quand je matérialise cette gourde, si elle est visible de tout le monde, eh ben, je vais être avantagé parce que c'est un handicap que mon objet soit visible de tout le monde. On voit que je déclenche une action. On voit que potentiellement je suis dangereux. Si je suis avec des gens qui ont une réflexion, on voit que je suis en train de préparer quelque chose. Donc je m'handicape parce qu'elle est visible. Et donc mon objet sera plus puissant. A l'inverse, si je matérialise quelque chose visible uniquement par les utilisateurs de naine, alors dans ce cas-là, je suis un petit peu plus couvert et dans ce cas-là, mon naine sera moins puissant. C'est des choses qui sont expliquées dans Interact Center. Personne ne vous en parle, mais moi je vous en parle. C'est expliqué dans les chapitres du Blackwell et c'est Kurapika qui en parle. Là, c'est une gourde, mais imagine que tu matérialises un sabre, etc. C'est extrêmement puissant si tu matérialises un sabre et que ceux qui n'utilisent pas le naine ne peuvent pas le voir. Parce que tu peux directement les tuer sans qu'ils puissent te voir. Donc ton naine sera plus faible. C'est une condition obligatoire quand tu fais un naine de la matérialisation par rapport à ton choix. Des choses à prendre en compte. La deuxième information qu'on a eue comme ça sur le naine et qui est aussi hyper intéressante, c'est sur le naine de la manipulation. Et on a en plus le combat de Kuroro contre Hisoka qui explique cette chose-là. Si tu manipules une personne de manière très stricte et qui n'a plus son libre arbitre, ta manipulation sera moins efficace. Mais si tu manipules quelqu'un que dans des petites conditions, mais que la personne garde son libre arbitre, tu vas pouvoir manipuler plus longtemps et plusieurs personnes, parce que tes conditions sont plus restreintes et donc ton naine sera plus puissant. Donc par exemple, quand Kuroro il vole certaines capacités lors de son combat avec Hisoka et qu'il les explique, il doit prendre en compte que la personne à qui il a volé le naine ne différencie pas par exemple les cadavres et les corps morts et les marionnettes. C'est sa vision de l'humanité. Alors que Kuroro explique, pour moi, une fois qu'un corps est mort, que ce soit un corps ou une marionnette, c'est la même chose. Et la fait, et c'est lié en plus à la religion, à ta manière de penser, etc. Donc c'est extrêmement intéressant et riche. Comment tu vas percevoir les choses va indiquer la puissance que tu vas avoir dans ton naine. Et donc si tu matérialises, si toi, moi jamais je matérialiserai un cadavre, voilà, je suis fils de religieux, pour moi la mort c'est sacré, voilà, si t'es ce type de personne là, ton naine ne pourra pas matérialiser un cadavre, mais pourra matérialiser une marionnette, parce que pour toi c'est pas un corps humain, c'est pas sacré, l'homme n'est pas sacré même dans la mort, tu peux le matérialiser. Donc en fait, toi-même tu peux te mettre des conditions qui vont influencer sur ton naine. Et quand Kuroro vole ce naine-là, il doit comprendre la psychologie de la personne pour utiliser le naine correctement, parce que lui sinon il va se dire, un cadavre c'est comme une marionnette, je vais manipuler le cadavre et ça ne va pas marcher. Parce que tu penses pas de la même manière que l'utilisateur de naine. Et ça t'est expliqué pour le naine de la manipulation. Aujourd'hui, on a un nouveau type de naine, on a les pièges, qui sont plutôt de l'ordre ou de l'émission ou de la matérialisation, et donc on a les personnages qui vont débattre et nous donner pas mal d'informations, parce que là aussi il y a des conditions sine qua non. C'est pas des conditions, toi-même tu te dis je me mets à la condition de me mettre une chaîne de naine pour... Non, c'est des conditions qui sont liées à l'utilisation de ce naine-là, et là on a le cas pratique de ce vieillard qui disparaît dans une pièce qui te téléporte. Donc il y a deux types de naines, et ils vont commencer à débattre dessus. Est-ce que finalement c'est un naine de l'émission parce que tu t'es téléporté? Est-ce que c'est finalement un naine de la matérialisation parce que le vieux s'est matérialisé? Et ils vont en parler pendant ça. Et cette scène va beaucoup me rappeler Reservoir Dogs. Je sais pas si vous avez vu les films de Tarantino, mais l'une des choses qui est vraiment intéressante dans les films de Tarantino, c'est les dialogues. Et notamment Reservoir Dogs s'ouvre autour de la table entre la discussion de plusieurs malfrats qui vont débattre du fait de laisser un pourboire ou pas, selon que tu sois dans un fast-food ou dans un restaurant. Et toute la scène d'intro est là, et elle est hyper intéressante, parce que c'est ça qui est hyper intéressant dans les films de Tarantino, c'est que c'est des grands bandits, c'est des grands malfrats, mais comme tout grand bandit, tout grand malfrat, tu sors d'un braquage, ou tu prépares un braquage, dans le film de Tarantino, et t'as des discussions normales. Parce que même quand t'as un braqueur et un tueur, quand t'es avec tes potes, t'as des discussions normales, des débats. C'est comme, voilà, est-ce que t'es pour ou contre la lecture des scans? Est-ce que t'es pour ou contre la Coupe du Monde au Qatar? Et ben, eux, ils sont autour d'une table, et voilà, est-ce que t'es pour ou contre est-ce que tu dois laisser un pourboire dans un restaurant, dans un fast-food? Parce que aux États-Unis, le c'est un pourboire, voilà, c'est une tradition qui est quasi obligatoire, et t'as une des personnes qui est contre, il dit non, moi j'ai pas envie de laisser de pourboire en fait. Et donc,
c'est un peu de la même manière dont la Brigade Fantôme est amenée. On dirait vraiment les mecs de Reservoir Dogs, c'est tous des Deus Ex Machina, ils sont tous classe en costard et tout, c'est des grands braqueurs, machin. Et donc ils vont manger dans un restaurant, le chef paye la tournée, il dit vous partagez pour le pouvoir, etc. Ils se débattent tous entre eux. Et t'as la même chose dans cette scène-là, en fait. La Brigade Fantôme, ils sont là. Ils sont méga forts, mais ils vont débattre. Ils vont pas être d'accord. Parce que le naine est sujet à débat. Est-ce que c'est de l'émission? Est-ce que c'est de la matérialisation? Finalement, il peut pas faire les deux. Donc, il y a deux personnes qui sont derrière ce naine-là. Mais non, ça peut être de la spécialisation. Mais vu le peu de personnes en spécialisation dans le monde d'Hunter x Hunter, elle dit ouais, mais là, tu pars en couille, c'est n'importe quoi. C'est hyper marrant. La mise en scène est méga bien faite. Parce que ça te donne énormément d'informations sur le naine. Et en plus, ça te permet d'avancer dans l'histoire. Donc, et ça donne un petit côté humain et très réaliste à Hunter x Hunter, chose que tu n'as pas. Puisque dans les autres mangas, comme je vous l'ai dit déjà dans les anciennes vidéos, c'est du droit au but. Oh, j'ai fait une observation, il doit être derrière ce mur. Le mec est derrière le mur. Dans 90% des cas, t'as pas de fausses pistes dans les autres mangas, ça j'en ai déjà parlé avant. T'as pas de fausses pistes. Genre 2 pages d'explications pour une chose qui ne va pas arriver. Ça arrive jamais et tu l'as dans Hunter x Hunter. Preuve en est dans ce chapitre-là. Pendant une page, il t'explique, voilà, ça c'est un émetteur. Grâce à l'émetteur, si le point est rouge, tu devrais me retrouver, nanana, il parle. Finalement, Iring, il prend la solution de prendre le piège. Nobunaga, il le suit directement derrière. Tu vois, tu me parles pendant je sais pas combien de temps du truc, le mec il écoute pas. Ils arrivent dans cette partie-là, et ce qui est très intéressant dans cette partie-là, c'est ce que j'appellerais l'action vérité. Et c'est que jusqu'où tu vas dans la réflexion, jusqu'où tu vas dans la préparation, parce que dans Hunter x Hunter, tu peux attendre très longtemps. Et le personnage qui casse un peu ça dans la narration, c'est Inrig, où lui, il va choisir l'action. Il va choisir l'action un peu de manière tête brûlée, mais pas dénué non plus de conscience, puisqu'il a un naine qui va nous montrer encore une fois avec l'absorption de... Là, il va transformer l'émetteur en huître et le bouffer. Il va montrer que voilà, chaque pas que je fais est une action, donc je prends un risque pour avancer dans notre réflexion, mais finalement, vous allez pouvoir recueillir les informations de mon choix et potentiellement de mes erreurs. Ils envoient plusieurs cobayes et lui, finalement, il doit y aller. Est-ce que c'est des pièges imbriqués les uns à la suite des autres? Nous, on sait que non, parce qu'on a vu un petit peu ce qui se passait derrière cette porte, mais eux ne le savent pas, et donc c'est cool qu'ils flippent et qu'ils se posent des questions dans ce sens-là. Ça rend le schmilblick intéressant. Peut-être pas à la première lecture parce qu'on attend un peu plus de péripéties, mais crois-moi, quand 10 ans après, tu relis Hunter x Hunter, et c'est ça qui est sympa, c'est que faut que tu penses à ta lecture d'aujourd'hui, mais aussi à ta lecture dans 10 ans. Quand tu vas lire ça, quand tu seras yeuve, t'auras plus de veuches comme moi, tu vas te dire « Waouh, quel nectar !» Oh, ça c'est bien vu. C'est un manga que tu lis très jeune et que tu peux lire un peu plus vieux. C'est sympa. Ils arrivent finalement dans cette pièce vide et pour moi il y a 2 possibilités. La première, ils sont attendus parce que Morena sait explicitement que sa cachette est trouvée. Il semblerait que certains voulaient encore monter de niveau, mais peut-être que c'est chose faite, quoique l'action se passe assez rapidement et je le pense pas. Ou il se dirige vers un repli, mais dans ce cas-là, la narration dure un peu plus longtemps, alors que j'aimerais bien, au moins pour ces 10 chapitres-là, qu'on arrive à la fin, ou au moins au début de la confrontation avec Morena. Si c'est une fuite, ça va rallonger encore cet arc qui est déjà pas mal long. La question maintenant, c'est pas de se poser si Gon va revenir ou si on va aller sur le continent maudit. La question qu'on va se poser, c'est quand est-ce qu'on va revoir Kurapika, qui était déjà pas le personnage que tout le monde attendait, parce que tout le monde voulait voir Gon. On boudait un petit peu la guerre des 14 princes de Kakin. Là, je veux dire, elle me manque. Ça me manque, les 14 princes de Kakin, là, parce qu'on est parti sur autre chose. On est parti sur un autre délire, là, mon gars. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Chose que je voulais dire. Ou quelqu'un est passé avant déjà faire le nettoyage. Quid de la garde de Tserenich? Quid de l'armée de Benjamin pour qui niquer la mafia, ça serait pas une si grosse problématique que ça. Quid d'une autre partie de la brigade qui serait venue faire le ménage. Et le dernier quid, parce que c'est le meilleur. Pourquoi pas Hisoka? Pourquoi pas Hisoka? Parce que le Inrig là qui se rapproche de la brigade fantôme, oui, moi je suis franc, je prends des risques à votre place, etc. N'oublions pas que c'est quand même la personne qui a donné une carte à Hisoka pour que celui-ci rejoigne le premier étage et l'étage VIP. Alors beaucoup vont me dire ouais mais c'est peut-être même Hisoka qui s'est déguisé en Inrig. Non. Et puis déjà on a vu qu'il a utilisé son naine, donc de ce côté là on est safe. Est-ce qu'il n'y a pas déjà Hisoka derrière? Ça serait ouf, ça serait énorme, ça serait dingue. Parce que finalement on se rapproche de Morena et c'est très bien. Morena a un pouvoir très puissant si elle est cachée. Une fois qu'elle est découverte, je pense en 2 coups tu la fous au sol, Morena. Son naine est puissant, je ne vois pas avoir un autre Hatsu que celui-ci, qui est déjà terriblement dangereux, et qui en plus aurait comme handicap qu'elle ne sache pas se battre. C'est un peu une fouinasse, une sneaky. Mais en face à Nobu, je pense qu'elle se fait ken.
Voilà. Ils ouvrent cette porte, on a une mise en scène. Est-ce qu'ils les attendent ou est-ce qu'ils ont fui? Il y a trois possibilités. Ils les attendent, ils ont fui, il y a une autre personne qui attend et qui a déjà fait le sale boulot, ou qui piège la brigade fantôme. Entre les trois solutions, n'hésitez pas à me dire en commentaire celui qui vous convient le mieux pour la suite de l'histoire. C'est un chapitre aussi également très bien dessiné, entre Yorkshin et ça, c'est le jour et la nuit. Quoique j'aimais bien un peu le style à l'ancienne, je suis fan. La planche où Inrig arrive dans la pièce est magnifique. Faut dire ce qui est. Angoissante, très magnifique. Maintenant, est-ce que c'est le trait qui me plaisait dans Hunter x Hunter, mi-enfantin, mi-dark? Seul l'avenir nous le dira. Donc voilà, de très bonnes choses dans ce chapitre-là. Beaucoup de choses sur aussi la volonté et l'action, comme je vous l'ai dit, sur Inrig qui fait le choix de passer à l'action. Il se rapproche de la brigade, est-ce qu'il va rentrer dans la brigade ou pas? C'est finalement pas quelque chose qui m'intéresse à développer. Est-ce que Inrig va mourir ou pas? J'ai vu sur Twitter que certains se posaient la question. Très certainement pas, je ne sais pas. Je suis pas un bandeur de mort aussi complètement sur Hunter x Hunter, mais en tout cas, il a pris le lead pour ce tome-ci. Voilà, on va pas durer plus longtemps sur cette petite vidéo, j'espère que vous avez apprécié le chapitre, moi aussi. Il nous en reste 2 à vivre ensemble, c'est très bien, on va être ensemble jusqu'à Noël, passer une excellente soirée, et puis bon match de l'équipe de France, face aux Anglais, voilà, allez, abonne-toi. Merde.